Jean-Luc Guichet, vous êtes enseignant-chercheur en philosophie à l'Université de Picardie et vous avez beaucoup travaillé sur les conceptions philosophiques des animaux et de l'animalité. Et donc aujourd'hui, j'aimerais que vous nous donniez des pistes de réflexion sur l'éthique des rapports entre les humains et les animaux, alors que cette question a pris une large place dans le débat public. Et pour commencer, d'ailleurs, comment expliquez-vous cette considérable montée en puissance de ce que l'on appelle la cause des animaux ? Bonjour tout d'abord Pierre et merci de m'avoir invité. Alors c'est vrai que c'est un phénomène tout à fait contemporain car même s'il y a eu déjà des discussions, notamment la célèbre querelle de l'âme des bêtes qui emporte toute la fin du XVIIe siècle, jamais il y a eu une telle résonance publique, un tel écho, un tel intéressement de tout un chacun à cette question, comme si l'homme en général se préoccupait de savoir comment il pouvait se définir par rapport aux animaux et comment situer les animaux par rapport à lui. Alors je pense que c'est sous la pression, cette spécificité contemporaine, je pense qu'elle peut s'expliquer, en tout cas s'éclairer, sous la pression de 4 facteurs principaux. D'abord, la montée que tous les historiens s'accordent à reconnaître de la sensibilité en général, de la sensibilité à l'égard de sa propre douleur, mais aussi à l'égard de la douleur des autres et à l'égard, par extension, de la mort. Tous les historiens s'accordent à admettre qu'il y a une intolérance croissante, à tel point que cela touche au scandale. Le roi se meurt, par exemple, d'Eugène Ionesco, est une pièce de théâtre dont on ne peut guère concevoir l'existence avant le XXe siècle. Alors, d'abord, donc, cette montée de la sensibilité qui s'étend à l'autre, même l'autre être vivant en général, dont on supporte de moins en moins la douleur ou la souffrance, d'une part. D'autre part, la continuité théorique entre l'homme et l'animal que les sciences de plus en plus ont mis en évidence, depuis le XVIIe siècle en gros au plan physiologique, puis ensuite au XVIIIe sur le plan largement émotionnel. J'ai consacré une thèse à cela d'ailleurs au XVIIIe siècle, cette prise en compte de plus en plus de l'émotion de l'animal par rapport à la définition humaine, et puis ensuite au XIXe siècle, bien sûr, une continuité phylogénétique avec le darwinisme, ensuite une continuité génétique au XXe siècle, et puis enfin une continuité comportementale et psychologique avec principalement l'éthologie et spécialement la primatologie, donc à la fin du XXe et début du XXIe. Donc continuité théorique. D'un autre côté, troisième facteur, une discontinuité pratique, puisqu'il y a une séparation de plus en plus entre l'homme d'une part et puis les espèces d'élevage, les animaux de rente, qui sont de plus en plus confinés dans des espaces plus ou moins industriels, ce qui fait qu'il y a une séparation et qu'il y a de moins en moins de familiarisation de l'homme avec les animaux. Et enfin, quatrième facteur, précisément, l'industrialisation de l'élevage, qui tend à transformer l'animal en pièce d'un processus de production et qui donc donne à la condition animale un degré, disons, très difficile à accepter de dénaturation et qui donc ajoute un élément tout à fait spécifique à notre monde contemporain quant à la condition animale. Cela joint, ces 4 facteurs joints en plus à la crise environnementale, à la crise de notre rapport à la nature, cela constitue une sorte de cocktail explosif dont il ne faut pas s'étonner s'il explose maintenant. Une question qui me paraît centrale dans le débat et qui apparaît souvent est de savoir si, en fait, est-ce que l'homme est un animal comme les autres ? Oui, alors est-ce que l'homme est un animal comme les autres ? Est-ce que l'animal est un homme comme les autres ? Pour reprendre donc une formule dont on a exploité ironiquement, évidemment, l'ingénuité.